Le Barça remporte le Classico de Las Vegas grâce à un but de sa nouvelle recrue Rafinha. Un match avec une intensité importante et qui marque peut-être un changement de tendance dans les confrontations entre ces deux clubs. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du Classico qui a eu lieu à Las Vegas entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc, premier Classico de cette saison, premier match de reprise de pré-saison donc pour le Real Madrid et troisième match de pré-saison pour le FC Barcelone. Donc, Classico très intéressant, attendu malgré tout, même si c'était un match amical. Le Real Madrid ayant remporté la Ligue des Champions et le championnat espagnol, et le FC Barcelone ayant remporté le précédent Classico 0-4 quand même au Santiago Bernabéu. Donc c'était malgré tout un match attendu. Les sensations générales du match sont assez claires. Le FC Barcelone donc l'emporte 1-0 sur un but de Rafinha, une de ses nouvelles recrues. La victoire est clairement méritée et les statistiques le démontrent d'ailleurs. Le Barça a été clairement l'équipe la plus entreprenante, la plus dangereuse. Un petit coup d'œil au nombre de tirs par exemple, on voit que le Real a tiré 9 fois, le Barça a tiré 16 fois. D'ailleurs, stat intéressante, 0 tir cadré pour le Real et 6 tirs cadrés pour le Barça. La possession de balles a été assez disputée. Alors à faire attention parce que la première mi-temps, le Barça a clairement dominé les débats, a imposé son rythme de jeu, sa pression haute, etc. Donc je pense que, et en seconde mi-temps, les choses se sont un peu plus équilibrées. On peut même aller jusqu'à dire que bon, la tension est redescendue et le Barça a peut-être perdu une partie de cette possession puisque le Real poussait énormément en face, avec tous les changements qui ont eu lieu à la mi-temps évidemment. Donc à ne pas faire trop attention à cette possession de balle qui est de 52 pour le Real et 48 pour le Barça. Nombre de passes à peu près égal, 551, 513. Les fautes, ça aussi c'est une indication importante, avec 6 fautes uniquement pour le Real et 15 fautes pour le Barça. Donc ça démontre l'agressivité d'une équipe par rapport à l'autre et l'intention d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Nombre de cartons jaunes qui va dans le même sens. Et enfin, les coups de pied de coin ou corner, 0 pour le Real et 8 corners pour le Barça. Donc on voit clairement qu'il y a une équipe qui était peut-être plus préparée que l'autre, tout simplement. Mais en tous les cas, ce score, qui est de 0-1, à mon sens, aurait pu très bien être de 2-0, enfin 0-2 ou 1-3, parce qu'il y a eu quand même quelques occasions du côté Real. Mais je pense qu'un écart de 2 buts minimum aurait représenté un peu plus le contenu du match. Alors très rapidement sur les compos, puisque j'aime vous donner tout de même les informations complètes. Donc les équipes qui ont démarré la partie n'ont pas terminé la partie, c'était un match amical, donc l'un des objectifs aussi était de faire tourner. Côté Real, donc Courtois au but, Lucas Vazquez, Militao, Alaba et Rudiger, donc on avait la garde arrière solide avec Alaba et Rudiger. Valverde au milieu de terrain, Tchouaméni et Camavinga, donc Tchouaméni qui démarrait. Donc intéressant aussi de voir ce nouveau milieu de terrain, cette relève du Real, et on verra que finalement ça ne s'est pas passé si bien que ça pour Tchouaméni et Camavinga au milieu de terrain, puisqu'ils ont démarré, la première mi-temps a été clairement dominée par le Barça. Rodrigo en attaque, Hazard en faux neuf, et Vinicius toujours fidèle au poste. Donc pas de Benzema, qui n'était pas prêt pour ce match-là, pour cette reprise-là. Mais tout de même, bon, une équipe relativement classique, hormis le milieu, peut-être, qui n'est pas le milieu habituel. Côté Barça, donc là aussi, une équipe assez jeune avec quelques surprises. Donc Ter Stegen au but, Araujo en latéral droit, on l'avait vu également en latéral droit lors du dernier Classico, et ça s'est plutôt bien placé pour lui. Christensen qui démarre maintenant, les matchs de pré-saison, il les a souvent démarrés, donc j'ai l'impression que Christensen
en tout cas pour Xavi, peut-être en ce début de saison, sera le remplaçant naturel de Piqué. Eric Garcia et Jordi Alba, donc latéral gauche. Au milieu de terrain, Busquets a démarré avec Gavi et Pedri. Donc ça, relativement classique aussi. En attaque, donc à droite, Rafinha, préféré à Dembélé. Ça aussi, c'est une indication intéressante. Xavi semble prendre les gens qui sont en forme et non pas uniquement les noms. Et donc ça, c'est intéressant. Grosse surprise, Lewandowski qui démarrait la partie. Moi, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que Lewandowski soit sur le banc et rentre petit à petit. Après tout, il est arrivé récemment. Il n'a que quelques entraînements avec le groupe. Mais bon, il a certainement voulu jouer cette partie-là. Et donc, bonne surprise de le voir démarrer le match. Ça veut dire que physiquement, il est en forme. Et Ansu Fati en tant qu'ailier gauche. Alors, est-ce que ça veut dire que cette équipe-là sera l'équipe type du Barça où il y aura des petits ajustements? Je ne saurais pas dire, parce que typiquement pour le cas de Lewandowski, oui. Ça, je pense que clairement, ce joueur-là sera un maximum de fois titulaire. Ansu Fati, pour moi, il n'est pas encore tout à fait prêt physiquement. On sent qu'il est encore, à mon avis, il est encore à 60%. C'est pas le Ansu Fati qu'on a connu, hyper explosif, hyper précis comme avant sa blessure. Donc je pense qu'on le remet en jambes petit à petit. Et ensuite, il va y avoir dispute entre Rafinha et Dembélé. Bon, ça c'est une bonne chose, c'est plutôt une bonne concurrence parce que les deux sont de très haut niveau. Donc moi, de ce point de vue-là, j'ai pas de souci. La difficulté va être plutôt pour des Memphis Depay et peut-être Aubameyang qui auront moins de jeux. Memphis qui est peut-être sur le départ. Ça, on en parlera aussi. Et les grosses difficultés vont être surtout pour les milieux de terrain. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde au milieu de terrain. Et là-dessus, je pense que entre Kessié, Gavi, Nico, Busquets, bon, Busquets, à mon avis, sera toujours aussi titulaire. Pedri, donc il y a quand même beaucoup de monde. Et maintenant, Sergi Roberto aussi, qui est rentré en seconde mi-temps. Je pense que voilà, il va y avoir beaucoup de monde. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que je pense, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, je pense qu'avoir un effectif doublé, voire triplé sur certains postes, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Moi, je pense qu'on a subi beaucoup de complications les dernières saisons parce que quand quelqu'un était blessé, il n'y avait plus personne. Il y a eu à un moment donné, on a joué avec Luc de Jong en attaque, on a joué avec Abdé en attaque dans des matchs importants. C'est pas normal pour un match de ce standing, pour un club de ce standing-là, d'avoir des joueurs comme cela. Il faudrait que la seconde option soit au moins aussi bonne que la première ou juste en dessous. Mais voilà, quand on change Lewandowski par Aubameyang, moi, je n'ai pas l'impression qu'on perd énormément en valeur. Bien sûr, Lewandowski est sur le papier meilleur, mais voilà, quand on change Dembélé pour Rafinha ou l'inverse, j'ai pas l'impression qu'on perde énormément. Vous voyez, si on change Gavi par Kessié, j'ai pas l'impression qu'on perde énormément non plus. Donc voilà, donc là, ça devient intéressant. On a des remplaçants qui sont à la hauteur des titulaires. Et s'il y a un blessé dans la saison, bah, ça ne devrait pas trop se ressentir. Et ça, je pense que c'est plutôt un bon mouvement. Et j'ai l'impression que le Barça est plutôt parti pour garder beaucoup de joueurs. Euh, voilà, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir énormément de sorties parce que Xavi veut avoir une, euh, une équipe qui soit doublée voire triplée à tous les postes. Ça, il en avait déjà parlé. Bon, pour en revenir au match, donc domination du Barça, victoire méritée. Je pense clairement qu'ils auraient pu mettre plus de buts normalement. Première mi-temps, réellement l'équipe de Barça a marché sur Real Madrid. On va dire qu'ils étaient peut-être pas prêts physiquement, etc. Mais bon, c'est une équipe ils se connaissent très bien à Madrid, alors que le Barça, c'était clairement une nouvelle équipe. Le Barça a été dominateur, le milieu de terrain a très bien fonctionné, Lewandowski a été très bon. On va d'ailleurs attaquer un petit peu les personnalités, hein, les joueurs individuellement, que je souhaitais mettre en avant. Alors, je vais mettre en avant Araujo dans un premier temps. Donc, s'il y avait encore des doutes sur le fait que c'était l'un des meilleurs défenseurs au monde, bah, les doutes sont dissipés, clairement. En face, il avait de vrais clients, dont Vinicius, qui est un vrai client. Et encore une fois, il a réussi à le mettre dans sa poche. Je vous laisse d'ailleurs cette image là où on voit Araujo et Rudiger, Araujo mettre dans sa poche ou être le papa de Vinicius et Rudiger.
Donc c'est réellement ce qui s'est passé. C'est un vrai monstre, ce défenseur-là. Il y a eu une époque, je me posais la question de savoir pourquoi on avait préféré Araujo à Todibo, qui était aussi très bon, qui avait aussi fait quelques matchs de pré-saison qui étaient de bonne facture. Et je ne comprenais pas pourquoi finalement on avait laissé partir Todibo alors que je le trouvais très bon. Je comprends maintenant pourquoi, hein. Les deux étaient clairement en concurrence. Araujo est clairement au-dessus. Et physiquement, c'est une vraie bête. J'avoue que c'est impressionnant de le voir comme ça. Et je comprends pourquoi Xavi, quand il y a du danger sur l'aile, positionner ce joueur-là, c'est comme mettre un mur, quoi, tout simplement. Vous pouvez être sûr que 90% des actions ne passeront pas, quoi. Vinicius est passé une fois, je crois. Euh, donc voilà. À la haute, très très bon. Je mettrai en avant également Rafinha, voilà, parce que maintenant, ça fait un petit moment enfin, depuis qu'il a commencé à jouer, ses deux passes décisives, deux buts, il met un très beau but du gauche, lucarne quasiment, en face il y a Courtois, hein, et ce but-là, je suis pas certain que Dembélé aurait pu le mettre. Je pense qu'il aurait peut-être envoyé dans les nuages. Mais bon, Dembélé a d'autres qualités aussi que Rafinha n'a pas. Mais en tous les cas, Rafinha montre clairement qu'il est en forme actuellement et que, à mon avis, il va être titulaire, hein. En tout cas, en ce début de saison, s'il continue comme ça encore un ou deux matchs, je pense qu'il va être titulaire. Ce qui n'est pas un problème dans l'absolu, encore une fois. On parle d'un club qui va jouer toutes les compétitions. Et soyez-en sûrs, dans l'année, à un moment donné, Rafinha va être moins bon. C'est tout à fait normal dans un club. Il va rater des occasions, il va être moins performant, etc. Et Dembélé va reprendre le dessus. Et Dembélé va être très performant pendant un moment, et à un moment donné, il sera moins performant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner dans un club. Voilà, et tout le monde n'est pas Messi, Ronaldo, Mbappé, qui sont comme ça performants toute l'année, du 1er au 31. Non, dans un club, il y a des moments de forme, voilà. Et avoir deux joueurs de très très bonne qualité comme ça, c'est hyper utile. C'est la même chose d'ailleurs pour les Ansu, les Depay et compagnie. Euh, il y a des moments où on est très très bon, on marque un but par match, et puis il y a des moments où on est moins bon, hein. C'est comme ça que ça se passe, donc ça va tourner. Donc je voulais mettre en avant Rafinha tout de même. Busquets, je l'ai trouvé très bon. Encore une fois, un Busquets bien entouré, il est très à l'aise et je l'ai trouvé vraiment très bon. Il n'a pas besoin de faire énormément de courses, il a une vision de jeu très claire, il a beaucoup d'options pour distribuer le ballon, il y a beaucoup d'appels de chaque côté, il y a les ailiers qui mordent bien les lignes, il y a Pedri qui est entre les lignes, etc. Donc Busquets, très très bien. Un petit mot d'ailleurs pour Nico qui est rentré en seconde mi-temps, que j'ai trouvé aussi très très bon. Il s'améliore petit à petit, Nico, et je pense que Xavi insiste pour qu'il soit dans ce rôle-là. Donc Nico a été clairement choisi comme le remplaçant naturel de Busquets. De ce point de vue-là, je suis assez certain. Lewandowski devant, je l'ai trouvé très bon, intéressant, en tous les cas. Donc en pivot, il a démontré quelques-unes de ses qualités lorsque sur l'aile droite, il fait sur un contrôle orienté, il laisse son défenseur sur place et il va vers le but. J'ai trouvé qu'il a encore une bonne vitesse de pointe. C'est ça que je voulais voir en fait en tant qu'attaquant. Parce qu'on sait que les Dembélé, Rafinha, Aubameyang, Memphis, ça va vite quand même. Je voulais voir s'il était encore dans il correspondait un petit peu à athlétiquement, qu'il avait à peu près la même capacité. Il va vite, il est puissant, il va vite. Donc là, de ce point de vue-là, je suis rassuré. Ça n'arrivera pas très très souvent puisqu'on a une équipe qui a une possession de balle importante. Mais quand ça arrive, on peut aussi mettre des contres et aller vite. Et de ce point de vue-là, il est très bien. Il a eu une ou deux occasions de mettre un but, il aurait pu mettre un but d'ailleurs, et ça aurait été sympa que pour son premier match et contre le Real Madrid, il marque un but, mais c'est pas très grave, il a envie, en tout cas il a faim, et je l'ai trouvé assez intéressant, il est intelligent, il joue dans les petits espaces, il essaie de jouer à une touche. Euh, donc voilà, donc premier match, on va pas s'enflammer ni faire de critiques. Ça ne serait pas intelligent à mon avis, hein. C'est vraiment beaucoup trop tôt, hein. Il faut le voir évoluer, hein. Il va falloir qu'il s'adapte aussi, hein, même si le système il le connaît au Bayern, il a été sous les ordres de Pep Guardiola, donc il connaît les principes de base. Il va devoir malgré tout s'adapter. Faut lui laisser un peu de temps, ça c'est sûr. Mais bon, il peut aussi avoir un début à la Aubameyang et marquer des triplés pendant les matchs, hein. Ça, je ne serais pas étonné non plus. Je voulais mettre aussi en avant Christensen,
parce que pareil, enfin comme je l'ai dit au début, je pense que ce sera en tout cas en début de saison le remplaçant de Piqué. Je trouve qu'il est assez à l'aise. On avait affronté de petites équipes entre guillemets, hein, avec Miami et le Lot. Hem et là, c'est quand même le Real Madrid avec Hazard, avec Vinicius, avec Rodrigo, enfin bref, c'est pas enfin, c'est les champions d'Europe, hein, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça et en fait, il a été à chaque fois assez serein, bonne relance, des contrôles dans des situations compliquées où il n'a pas paniqué et cetera. Donc, pour moi, il répond à l'appel, hein, je le trouve plutôt bien, Christensen. Donc pour le moment, je voulais le mettre en avant aussi. Il a un bon match avec Eric à côté. Eric qui est très bon, Eric Garcia. Finalement, comme je l'ai toujours dit, quand l'équipe tourne bien, ce genre de joueurs sont très forts. Ils sont très bons. Eric est intelligent, il a une qualité de pied de, de niveau supérieur. Il est beaucoup plus fort au pied que Araujo, par exemple, hein. Physiquement, il est peut-être en dessous, mais en termes de relance, de qualité de balle, et d'intelligence de jeu, et puis il vient de la Masia, il a joué sous Guardiola. Donc voilà, tactiquement, c'est un joueur qui est très important pour le Barça, et je pense qu'il sera aussi important. On verra si Koundé arrive. Mais je pense que ce sera Araujo Eric, Christensen Eric. Je pense qu'il sera toujours à peu près aligné. En plus, bon, on n'en parle pas souvent, mais il faut aussi le dire, voilà, il est espagnol, il est de la Masia. Je pense que c'est aussi important pour le club d'avoir des joueurs locaux qui sont dans le 11, en tous les cas. Alors, puisqu'on en est à la défense, je voulais aussi mettre en avant Baldé, qui a remplacé Jordi Alba. Et que, enfin, je suis très content que Xavi compte sur lui comme la relève directe de Jordi Alba. Parce que c'est un joueur qui a toutes les qualités. C'est un jeune de la Masia, effectivement, mais il a pour moi toutes les qualités nécessaires. Il est très très bon offensivement. Il offre beaucoup plus de variété que Jordi Alba. C'est vrai que Jordi Alba, c'est le débordement et le centre, ou le centre, ou le centre. Voilà, ou le centre pour Messi, qui est encore un exercice spécifique. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de variété, Jordi Alba. Baldé offre, que ce soit lancé, il est extrêmement rapide, ou arrêté, il est capable d'éliminer, il donne de la variété que Jordi Alba n'offre plus, ou n'offre pas tout simplement, c'est pas son jeu. Et Baldé, lui, il est capable de tout faire en réalité. Et défensivement, il est aussi costaud que Jordi Alba. Moi, je vois pas. Il a peut-être moins d'expérience, ce qui est normal, hein, il va certainement se faire enrhumer par quelques attaquants un petit peu malicieux, mais il apprend. En revanche, je pense qu'il faut qu'il ait du temps de jeu. Ce joueur-là, c'est la relève de Jordi Alba, j'en suis certain. Ça sert à rien de faire venir, pour moi, un autre latéral d'ailleurs et bloquer ainsi la progression de Baldé. Ce serait vraiment dommage. Moi, j'ai confiance en lui. Franck Kessié, à mettre en avant aussi, hein, patron. Je pense qu'il va devenir le patron, ce garçon-là. Il est clairement, c'est plus qu'un physique, quoi. Il a une vision de jeu, il a une intelligence, il récupère des ballons, il se projette. Bonne pioche. Franck Kessié, pour moi, est une bonne pioche. C'est vraiment un recrutement intelligent. Il a l'air de très très bien comprendre. J'ai vraiment l'impression que les recrutements de Xavi ne sont pas des recrutements par hasard. C'est pas juste des noms, c'est pas des panic buys, ce genre de choses. Il a réellement réfléchi à son équipe. Il l'a construit comme il le souhaite. Donc, pour moi, Kessié pareil, a fait une bonne rentrée, a été très très bon. Il faut qu'il continue dans cette lignée-là. Donc il y a encore pas mal de joueurs, hein, qui ont joué ce match, qui sont rentrés ensuite en seconde mi-temps, Dembélé et compagnie, mais je ne vais pas parler de tous parce que il y a eu un turnover important et ça nous prendrait beaucoup trop de temps. J'ai vraiment cité les joueurs essentiels. Ter Stegen n'a pas eu grand-chose à faire. Il y a eu un poteau par Valverde, mais à part ça, il n'y a pas eu de tir cadré du Real. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais quand même toucher un mot du Real. Alors, cette défaite, alors franchement, forcément, ça doit faire mal à la tête. Comme je le mettais dans la petite miniature, il y a je pense que c'est un changement de tendance, même dans la tête des merengues. Je pense que clairement là, ils se disent, voilà, en face, maintenant, on a une équipe qui est capable de nous battre à chaque rencontre. Pendant quelques temps, il y avait une tendance plutôt négative, hein, pour le Barça. Donc à chaque match, que ce soit avec Valverde et encore plus avec Koeman, je crois qu'on a perdu quasiment tous les classicos, hein, avec Koeman. Donc ils arrivaient en terrain conquis, que ce soit chez eux ou au Camp Nou. Ils savaient, entre guillemets, qu'ils allaient battre. C'était quasiment mental parce qu'on faisait pas des mauvais matchs, hein, mais on perdait systématiquement, quoi.
Là, la tendance est inversée parce qu'il y a du sang frais aussi. Et puis il y a des joueurs qui ont envie. Et puis je pense que Xavi sait à quoi il joue. Donc voilà. Donc maîtriser par exemple complètement Vinicius, on sait que les trois dangers principaux au Real, c'est Benzema, Vinicius et Courtois. Donc Courtois est toujours là, hein. Et heureusement Courtois est là parce que sinon ça fait pas un zéro du tout. Ça fait beaucoup plus. Mais si vous maîtrisez, si Benzema n'est pas là, ce qui était le cas en l'occurrence aujourd'hui, et vous maîtrisez Vinicius, en mettant par exemple un Araujo à droite et un Christensen, donc c'est vraiment double ou quadruple verrou, vous êtes sûr que vous réduisez un petit peu la puissance de cette équipe de, je ne sais pas, 30-40%. Et donc Xavi sait ce qu'il fait, tout simplement. Tactiquement, il sait ce qu'il fait. Et voilà. Donc je pense que vis-à-vis du Barça, ça va être dur à digérer et les prochains matchs, ça va être compliqué. Et plus ils ont entre guillemets le Barça dans leur tête qui tourne petit à petit, et plus ils sont en doute. Le visage du Real a quand même changé en seconde mi-temps lorsque Kroos et Modric sont rentrés. On sent clairement que voilà, c'est les vétérans, ils maîtrisent. Le milieu a été beaucoup mieux maîtrisé, et puis voilà, Modric est toujours aussi bon, donc ils sont pas prêts de quitter la titularisation, mais ils vieillissent aussi, hein, et ils pourront pas faire tous les matchs de la saison. À un moment donné, ce sera compliqué. Donc voilà, donc là, donc Camavinga, Tchouaméni, je pense que ça va attendre encore un petit peu, mais si Ancelotti arrive à combiner un petit peu les anciens et les nouveaux, ça peut continuer à faire mal. Mais oui, clairement, Kroos et Modric, voilà, quoi, ça change tout au milieu, hein, ça, il faut bien se le dire. Donc c'est pas non plus un impact super important pour le reste de la Liga ou pour les autres compétitions. Par contre, pour les confrontations, Classico, Barça, Madrid, on verra si l'avenir me donne raison. Je pense que la tendance va changer. On va revenir à des époques où ce sera plus équilibré, où je pense que le Barça sera quand même légèrement au-dessus et remportera plus de matchs. Voilà ce que je voulais dire sur le Real Madrid. Mais sinon, ce n'est pas fini pour eux. Et pour le Barça, donc c'est dans la continuité de sa pré-saison. Donc on continue avec des victoires contre de bonnes équipes. Il nous reste à confirmer contre la Juve, et ce sera une bonne préparation psychologiquement, mentalement. Les joueurs reviennent en forme. Il y a de la concurrence pour chacun. On a un coach qui semble avoir mis une bonne ambiance dans les vestiaires. On voit quelques vidéos sur les réseaux sociaux où on voit les joueurs entre eux, on voit ils font la fête, certains sont sur la plage. On sent qu'il y a en tout cas une ambiance saine et positive dans le groupe, et on espère que ça va se traduire dès le début de saison. Donc voilà, donc Classico remporté par le Barça à Las Vegas, donc une belle victoire, un beau match en plus à regarder, assez intense. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, likez la vidéo, partagez, et je vous retrouve très bientôt sur Barça Today. À bientôt.